Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je m'appelle Jérôme Uturi et je suis le cofondateur de la société Anomia, le cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Lors de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que les avocats gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela que nous avons créé Objectif Client, le podcast où nous interrogeons les clients des avocats. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Martucci, entrepreneur et cofondateur de Crazy Voyage et de Crazy Villa. Crazy Voyage, c'est une entreprise qui organise des enterrements de vie de garçons et de vie de jeunes filles de folie en France et à l'étranger. Crazy Villa, ce sont des villas de folie allouées pour des week-ends entre amis. Si l'histoire d'Alexandre vous dit quelque chose, c'est normal, puisqu'un film nommé Budapest est inspiré de son histoire. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alexandre. Bonne écoute! Alexandre Martucci, bonjour. Bonjour. Et merci d'intervenir dans ce podcast Objectif Client. Alexandre, tu es cofondateur de Crazy Voyage et Crazy Villa. Tu avais, avant cela, tu as été diplômé d'école de commerce en 2005, tu as eu quelques expériences, je crois, 1 an en audit et 3 ans chez Eurosport dans les droits sportifs. Tout à fait. C'est ça. Avant d'entreprendre donc, pour créer Crazy Voyage, puis Crazy Villa plus récemment. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Crazy Voyage et ce qu'est Crazy Villa? Avec plaisir. Donc Crazy Voyage, c'est une agence de voyage, comme son nom l'indique, qui est spécialisée dans l'organisation d'enterrement de vie de célibataires, donc EVG et EVJF. Notre spécificité, c'est d'envoyer les gens à l'étranger faire la fête, principalement avec un top 3 des destis qui est Budapest, Barcelone, Prague. En tout, on a 80 destinations sur le site et on organise des enterrements de vie de célibataires clés en main, le vol, l'hébergement et toutes les activités, et bien sûr la fête. Et Crazy Villa, c'est un peu une déclinaison immobilière de Crazy Voyage. Ça a été créé notamment parce qu'on a vu un angle immobilier dans l'événement festif entre copains. Et au début, on a acheté des villas pour les louer pour des EVG ou des EVJF qui n'avaient pas le budget pour aller à l'étranger. Et on s'est rendu compte après que le marché était beaucoup plus profond et que ça pouvait aussi bien convenir pour un anniversaire, 20 ans, 25 ans, 30 ans, un séminaire de boîte et qu'il y avait beaucoup plus que les EVG dans le tourisme festif. Super clair. Donc un entrepreneur, les avocats nous parlent beaucoup, nous, d'entrepreneurs, comment aller chercher, que ce soit les jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs qui sont à la tête de boîtes un peu plus établies. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé à la création de Crazy Voyage au tout début? Quand on crée une boîte, on a besoin de faire diverses choses. Comment est-ce que tu as fait? Ouais. Alors, la création, on parle de 2009, donc je remonte dans le temps. Il n'y avait pas de Legal Start, par exemple. J'ai écouté l'autre jour un podcast sur Legal Start. Il n'y avait pas de, et j'avais pas de budget. J'avais pas de love money. On s'est dit une agence de voyage, c'est un BFR négatif. Ça fait quand même faire quelques tableaux. Les clients vont nous payer en avance. Donc en fait, on va tester, on va voir si ça prend, mais on n'avait pas de budget. Donc, on s'était un peu renseigné, on avait vu que déposer des statuts, etc., ça pouvait être fait à la mano. Il suffit d'aller au greffe, au tribunal de commerce, etc. Et puis, on avait téléchargé des statuts à 40 € sur un truc sarl.com, ou je sais plus comment ça s'appelait. Et statut de SARL, on avait mis nos adresses. On était 3 associés à l'époque. On avait payé les 40 €. Ça nous avait sorti le truc en format PDF. On était super contents. Ah, super. Et tu as fait ça avant de tester ou après finalement? Non, avant. Ce qui a été une erreur, mais qui était une obligation. Parce que pour exercer ce métier, il fallait que j'ai une licence d'agent de voyage. Pour avoir la licence, il fallait que les statuts soient déposés. Et donc, en fait, notre test, on a dû le faire grandeur nature avec des statuts déposés dont on avait totalement conscience qu'ils étaient bricolés, mais qui, en fait, après, nous ont mis des chaînes et des boulets aux pieds, c'est le cas de le dire, et qui ont sclérosé tout de suite l'entreprise quand les premières questions d'actionnariat se sont posées, les divergences entre associés. Mais c'était trop tard. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc, si je comprends bien, tu as cherché un peu sur Internet des statuts types, tu les as fait tout seul. Et après, tu dis que tu as eu des problèmes après avoir fait justement ton premier chiffre d'affaires. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je me suis associé avec mon meilleur ami d'enfance, Aurélien Boudier, avec qui on avait fait les 400 coups ensemble, les mêmes types d'études, etc. Et mon cousin, avec qui j'ai grandi, on a grandi dans la même ville. Moi, je suis très famille d'origine italienne, donc je suis très proche aussi. Et j'ai, entre guillemets, essayé d'associer mon cousin et mon meilleur pote en disant on fait un tiers, 33,33% chacun. C'était super, c'était sûr que ça allait bien se passer. Sauf qu'en fait, on n'était pas alignés et on le savait pas parce qu'on se posait pas les questions à ce moment-là et que dans des statuts de SARL à un tiers, tout le monde pouvait bloquer tout. Quand je dis qu'on n'était pas alignés, c'est que mon cousin avait déjà 2 enfants,
Aurélien et moi, on était célibataires sans enfants. Mon cousin habitait en Italie. Il avait jamais prévu de revenir en France. On se l'était pas dit. Mon cousin avait déjà un prêt immobilier sur le dos. Aurélien et moi, non. Donc, on était prêts à s'endetter pour la boîte. Et en fait, on n'était pas du tout alignés. Et quand les premières questions se sont posées, c'est pas vraiment l'argent, le chiffre d'affaires qui a posé problème. C'est la première fois qu'on a voulu emprunter. Voilà, nous, on voulait emprunter 30 000 euros à un moment donné parce que au bout de 6 mois, on voulait recruter quelqu'un, on voulait un petit matelas et les banques voulaient nous prêter. Le troisième associé n'a pas voulu suivre. Et quand on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait sa signature aussi et qu'il était caution aussi du prêt, vu les mauvais statuts qu'on avait fait, c'était trop tard. Et là, quand on a commencé à chercher des portes de sortie, les petites embrouilles ont commencé et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de pacte, qu'on n'avait pas vraiment formulé tout un tas de clauses, mais même entre nous à l'oral déjà, parce qu'on voyait pas ce côté un tiers qui pouvait être bloquant. Ouais. Et c'est qu'à ce moment-là que tu cherches le premier avocat pour Crazy Voyage, en tant que chef d'entreprise? Ouais, en fait à ce moment-là, on a la chance de faire partie de l'incubateur HEC. J'ai un pote qui me met en relation en disant t'as créé ta boîte, même si t'es diplômé depuis 4-5 ans, en fait, il y a un truc qui est en train de se monter. Donc c'était le début, les frémissements des startups et de l'écosystème des startups tel qu'on connaît aujourd'hui. Donc l'incubateur HEC à l'époque, il n'y avait pas de locaux, il n'y avait rien, mais il y avait du coaching tous les mercredis soirs de 17h à 20h avec d'autres entrepreneurs et surtout avec un intervenant, un thème par semaine. Et quand arrive le thème juridique, j'ai plus le 4e ou 5e mercredi, là tout le monde parle de ses statuts et de où on en est, du dépôt et tout. Bon, je participe au cours, je raconte exactement ce que je viens de te raconter. Et là, l'avocat est naze de rire et il fait venir carrément au tableau et il dit voilà tout ce qu'il faut pas faire, s'associer avec la famille, s'associer avec son meilleur pote, sans faire de pacte. Plus un des trois était la caution technique, donc mon cousin qui avait développé le site. Voilà, filer trop de parts au mec qui juste développe le site entre guillemets, mais qui après a pas prévu de s'investir, qui voulait juste développer. Ça, il voulait pas se mettre à plein temps, il avait déjà un autre job, etc. Et donc c'est là qu'ils nous mettent tous voilà, ils nous mettent le nez dans le caca et ils nous montrent tout ce qu'on a mal fait. Donc là, je réalise que les 40 euros téléchargés rapidement, en fait, ça va peut-être me coûter beaucoup plus cher. Voilà. Tu te souviens de qui c'était cet avocat-là? Ouais, c'était le cabinet, c'était Serge Vatine qui intervenait et qui a créé Bolt plus tard et qui à l'époque avait un cabinet qui s'appelait 1134. Parce que c'est un article de loi que je pourrais pas citer, mais dont je me souviens plus, mais je me souviens du nom du cabinet. Et il intervenait à l'incubateur comme ça. Il avait un bon relationnel avec les start-upers et il commençait déjà à se spécialiser dans. Je pense que voilà, il a eu l'idée à ce moment-là de créer Bolt et ça s'est fait quelques années après. Ouais. Donc finalement, tu as fait l'erreur classique de beaucoup d'entrepreneurs, commencer un peu tout seul, prendre un peu le juridique par-dessus la jambe, j'allais dire. Tu t'es rendu compte que c'était une erreur. Là, tu as rencontré ton avocat via l'incubateur HEC. C'est comme ça que tu l'as rencontré et que tu as pu commencer la relation. Très clair. Est-ce que pour autant, ça c'est une question qu'on nous pose beaucoup nous, au niveau des avocats, est-ce que pour autant si un avocat était venu te voir au tout départ, quand tu étais en train de créer Crazy Voyage, est-ce que tu aurais été prêt à donner 2 000, 3 000 euros pour faire des statuts propres? C'est une très bonne question parce que avec mes associés, quand on se repose la question, quand on replonge dans le temps, moi j'ai toujours la même réponse. À l'époque, on n'avait vraiment pas d'argent et on n'aurait pas payé. Donc, je regrette pas, tu vois, parce que ça nous a quand même, il y a eu des petites tensions familiales, il y a des choses que ça s'est réglé finalement, notamment grâce à Serge qui nous a donné des super conseils, qui nous a assis tous les trois au bord d'une table et qui a expliqué les enjeux, parce qu'on n'avait pas tous la même compréhension de l'entreprise, compréhension d'un chiffre d'affaires, d'un dividende, d'un salaire, et c'était bien de calmer le jeu. Mais à l'époque, j'étais un Mickey de l'entrepreneuriat, tu me demandais 3 000 euros, ça me semblait énorme et voilà. C'est un conseil aujourd'hui que je donne dès que je croise de nouveaux entrepreneurs. Je raconte mon histoire et je la partage avec plaisir, même s'il y a eu des moments de tension, parce que justement, on a fait l'erreur. Mais en 2009, j'étais pas si jeune, j'avais déjà 28 ans quand même, j'étais tellement à l'ouest de ça, j'aurais jamais mis les 3 000. Donc voilà, c'était trop cher à l'époque par rapport aux 40 euros. Le delta de 40 à 3 000, il me semblait hallucinant. Il était énorme. Ouais, c'est ce qu'on dit beaucoup. Il suffit pas d'aller voir des gens qui ont des problèmes. Il faut aller voir des gens qui ont conscience d'avoir un problème et qui ont un budget pour le gérer. Ok, donc tu commences l'accompagnement juridique, en tout cas avec Serge Vatine, c'est ça? Comment ça se passe? Ça se passe bien? Il arrive à décortiquer les problèmes, à vous… Ça se passe bien parce que Serge est quelqu'un de très empathique et très à l'écoute. Et à ce moment-là, en fait, même ça l'intéresse de résoudre le problème. Il nous a pris, je peux encore le remercier aujourd'hui, 0 € pour nous mettre autour d'une table et juste trouver un deal à l'époque. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais où il n'y ait plus de minorité de blocage. Et en fait, on puisse emprunter, on puisse recruter sans mettre les 3 signatures, qu'il y en a un qui soit plus caution, etc. Sans pour autant encore le sortir, etc. Parce que là, on n'avait toujours pas d'argent et on avait fait 6 mois de chiffre d'affaires. Donc après, il a mis en place
tout le processus de sortie qui a eu lieu finalement quand même 4 ans après, au moment où on avait assez d'argent pour faire un espèce de mini LBO et sortir l'associé qui était plus à plein temps. Mais bon, donc ça c'était top. Ouais. Ce qui était moins top, c'est qu'après on a essayé de se faire accompagner. Bon, une fois que ça s'était réglé, on a essayé de discuter, mais c'était plus avec son associé de l'époque qui s'appelait Jérôme, mais je me souviens plus de son nom de famille, mais sur les droits de la marque, les droits de protection, parce que on commençait à avoir des concurrents qui arrivaient, on commençait à avoir des litiges clients, on commençait à avoir plein de petits sujets. Et là, le budget qu'on avait par rapport à notre chiffre d'affaires et les frais qui étaient pris en face pour gérer ces petits litiges, très rapidement, on a préféré gérer les petits litiges tout seul que de payer, peut-être une bêtise, mais entre 500 et 1000 euros à chaque fois qu'on posait une question. Et qui en plus, à chaque fois, je donne un exemple pour un litige client qui nous réclamait 300 euros. Finalement, la conclusion de l'avocat, c'était de toute façon, ça coûte 500 de m'interroger. Et donc, tant qu'il te demande moins de 500, tu payes. Ouais. Bon, mais ça a été mis en place après 3 ou 4 fois. Et voilà. Si à ce moment-là, peut-être le cabinet s'était intéressé à c'est quoi mon panier moyen, c'est quoi le litige moyen, même s'il y en a très peu, donc jusqu'à combien on peut me réclamer. On aurait peut-être killé ce point-là tout de suite en trouvant une règle qui fonctionne bien ou en trouvant un courrier type pour calmer les clients à 100 euros ou je sais pas, qui fait qu'à chaque fois, voilà. Mais en fait, à chaque fois, on posait la question, ça déclenchait la facturation et puis finalement, rembourse ton client, ce sera plus simple. Bon, voilà, on peut pas prouver. Bon. Donc c'était, ça c'est la relation avec ce cabinet en 134. En fait, ça a arrêté à cause de ça au bout d'un an. On a arrêté de leur poser des questions. Ouais. Parce que ça coûtait plus cher. Parce que c'était un peu avocat audateur, quoi. Tu l'appelles, le compteur s'enclenche, même ça vaut pas la peine. Voilà, exactement. Okay, donc ça marchait pas et ça ne nous convenait pas. Ça, c'est un problème classique aussi, de pouvoir mettre en place un vrai modèle pour répondre aux questions de son client et répondre à ses spécificités. Voilà, et répondre aux questions et surtout qui va correspondre au business modèle de la boîte. Parce que nous, même si je veux te parler de chiffre d'affaires, si la première année on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, oui, mais attention, c'est une agence de voyage, on parle de 20-25% de marge. Mon vrai chiffre d'affaires, c'est 250 000. Tu vois que j'ai payé mes employés, il me reste rien. Si chaque coup de fil me coûte 1000, en fait, on sort complètement de l'équation de mes besoins et voilà, mon panier moyen du client, il est de temps, etc. Mon client, en fait, il a dépensé 200-300 euros par personne. Donc, juste qu'on ait la bonne équation et la bonne compréhension du business model de l'entreprise peut aider après à avoir une facturation adaptée ou des conseils adaptés. Voilà. Et donc tu quittes ce cabinet à ce moment-là. Alors pour rappel, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas Crazy Voyage, du coup tu organises des enterrements de vie de garçon et de vie de jeune fille à l'étranger, avec un élément assez différenciant, en tout cas pour moi, c'est que tu as des activités assez hors du commun. Par exemple, on peut, je crois, tirer à la Kalachnikov ou faire des courses de tank, si on est un peu dans l'extrême. Il y a plein d'autres activités, il n'y a pas que ça, mais dont des activités un peu spéciales. On s'entoure d'un cabinet d'avocats quand on a des activités risquées comme ça? Justement, on l'a pas fait, déjà parce que quand on a rencontré en 134, on avait déjà ces activités en ligne. Et puis après, on a aussi vite senti que les avocats s'intéressaient, en tout cas à l'époque, pas directement à notre business, donc ils nous ont jamais posé la question. Et ils n'ont pas regardé. Posé la question? Non, jamais. Donc les avocats ne savaient pas ce que tu faisais? Non, pas vraiment. Donc ils regardaient, quand il y avait un litige ou quelque chose, une question à poser, une question d'actionnariat, ils s'y intéressaient, mais on n'a jamais été sensibilisé à ça. Et puis nous, on était peut-être aussi un peu téméraires. Effectivement, on avait des activités risquées. Mais à partir du moment où on pouvait exercer notre métier, c'est-à-dire qu'on pour exercer le métier d'agent de voyage, il faut une licence d'agent de voyage et elle est délivrée si on a une garantie financière qu'un organisme de caution vous cautionne et une RCP, donc une responsabilité civile professionnelle. À partir de ce moment-là, on peut demander la licence auprès d'Atout France et immatriculer. Atout France étant le véhicule du ministère du Tourisme qui délivre les immatriculations. Comme on était immatriculé, assuré, avec une garantie financière, on ne s'est pas posé la question de savoir si c'était trop risqué ou pas. De toute façon, s'il arrive une merde de nos clients, c'est notre assureur qui prend le relais. Il se trouve que tous les 2-3 ans, on était régulièrement viré de l'assurance, même s'il n'y avait aucun litige, parce qu'il n'y a jamais eu de litige. Aujourd'hui, en 10 ans, on n'a jamais eu à solliciter notre assureur, il n'y a pas eu d'accident, etc. C'est toujours mieux. C'est un truc dont on redoutait. Enfin, c'est un truc du business qui nous faisait un peu peur, pour être honnête. Mais
il suffisait qu'un mec de l'assurance mette le nez dans le dossier et regarde ce qu'on faisait vraiment, du saut en parachute, du quad, etc. Oh là là, c'est un business super risqué, ça. S'il y a un accident, il va être lourd. Et il nous lourdait et on passait chez un autre assureur. D'accord. Et après, on avait 1 an pour retrouver un autre assureur et à chaque fois, on s'en sortait. On a même, pour la petite histoire, 3 à 6 ans après, je sais plus, il est retourné chez le même assureur qui nous avait viré 6 ans plus tôt et qui nous a repris parce que ça reste de l'humain, c'est un mec qui regarde le dossier et puis tu renvoies ton dossier et tu peux être pris. Et voilà, donc en jonglant comme ça, mais sans être assisté, en le faisant tout seul, en allant chercher, qu'est-ce qu'il faut pour une licence d'agent de voyage, on a déroulé. Mais on n'avait pas conscience des risques, des enjeux qu'il y avait derrière, notamment que, en fait, nous on était assurés, mais il fallait vérifier que les prestats avec lesquels on bosse étaient assurés, parce qu'en cas on n'a pas eu de litige client, mais on a eu des accidents perso en testant des activités nous, parce qu'on testait on teste toutes nos activités avant de les mettre en ligne, on va voir les prestats, mais aussi on regarde si l'activité elle est faisable, si elle est dangereuse, si le gars il maîtrise, s'il parle assez bien anglais, si on fait venir une interprète française, etc. Parce qu'il y a des fois des règles de sécurité. On parle de tir à la carabine, à la Kalachnikov ou au Glock. Faut pas le faire n'importe où. De conduite de tank, tu disais, de conduite de monster truck, de gros engins. Si le mec maîtrise pas ou est complètement ouf, on peut pas envoyer nos clients là-bas. Ouais. Et en testant, il nous est arrivé des bricoles. Ah ouais. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était l'assurance du prestat qui rentrait en ligne de compte quand il y avait un litige et quand il y avait un accident. Et c'est là qu'on a commencé à demander à tous nos prestats de nous montrer carte sur table, même s'ils avaient l'air très sérieux, très pro, etc., de nous montrer leur droit d'exercer cette activité et leur RCP local, alors qui était parfois rédigé en hongrois ou en polonais, comme tu peux l'imaginer, mais on essaie de les faire traduire jusqu'on voit que c'était une activité 100% légale, bien encadrée et assurée. Ok, très clair. Et du coup, à partir de quand tu commences réellement à t'entourer d'un cabinet d'avocat? Est-ce que tu t'es entouré d'un cabinet d'avocat ou pas du tout finalement? Non, sur la première aventure entrepreneuriale, qui existe toujours, Crazy Voyage, on a toujours vivoté avec des petits conseils à droite à gauche, un litige prud'homme, et encore il est arrivé super tard, on n'en a pas eu avant 2020. Ouais. On a été voir un spécialiste du droit du travail sur une mission ponctuelle via notre réseau, parce qu'après 10 ans d'entrepreneuriat, tu connais du monde, j'ai un litige, je vais voir qui. Ouais. Quand il a fallu lever des fonds ou des choses comme ça, là on est retourné voir Bolt justement parce que on pouvait, on les connaissait, puis ils nous avaient rendu un fier service en 2009-2010 au début, donc on ne les avait pas oubliés. Mais voilà, sur des sujets ponctuels, je me tournais vers le cabinet qui me semblait le plus approprié ou qui était le mieux recommandé pour m'aider là-dessus. Et sur ce qui est un des sujets récurrents d'un entrepreneur en termes légaux, c'est le social, beaucoup. Faire les contrats de travail, encadrer un peu les salariés. Ça, tu faisais comment avec ton expert comptable? Exactement. Et ça, c'est aussi une erreur, plus ou moins. On a eu tendance à tout déléguer le social à l'expert comptable. Okay. Et puis, comme beaucoup de boîtes, à un moment donné, en 2016-2017, je crois que c'est 2016-2017, on a basculé sur Payfit, qui nous a démarché, et puis on a été séduit par le produit, etc. Puis quand on a annoncé à notre comptable qu'on basculait la paye sur Payfit, donc lui il a arrêté son volet social. Et donc c'est là où les petites galères ont recommencé. En fait, on n'avait plus personne pour le social. On a mis du temps à s'en rendre compte parce que le comptable, vexé comme un pou, ne voulait plus nous répondre sur les questions sociales. Je le comprends. Parce que c'était parti de sa fiche de paye à 22 €, puis son petit forfait de consulting social par mois, ça englobait un peu tout. Quand Payfit est arrivé à l'époque à 10-11 € la fiche de paye divisée par 2, moi j'avais déjà 20-25 employés, j'ai signé. Et j'ai pas vu qu'elle allait me manquer le social sur pas mal de choses. Payfit après c'est un peu amélioré, tu peux poser des questions et tout, mais c'est quand même pas dingue. T'as pas une relation. Je connais pas mon chargé de compte chez Payfit ou choses comme ça. Jamais échangé avec lui, je pose une question dans un chat et puis j'espère avoir la réponse. On l'a vu notamment récemment avec le chômage partiel pendant le Covid, etc. À ce moment-là, on était un peu à poil. On était un peu à poil et notre cabinet comptable, on l'a posé des questions. Et finalement, on a fait du Google et de la recherche et puis du réseau et parler à d'autres entrepreneurs à ce moment-là parce que le comptable n'avait pas spécialement envie de nous répondre et Payfit, les réponses étaient quand même assez succinctes. Donc on n'était pas épaulé encore une fois. Ok. Donc de ce que j'entends, c'est que finalement, tu n'as jamais trouvé un cabinet d'avocat qui réponde vraiment à tes attentes. En tout cas, il aurait fallu qu'ils te disent quoi, ce cabinet d'avocat qui vient te voir alors je sais pas, au moins pour que tu commences à parler avec lui. Tu vois?
C'est une très bonne question. Je ne sais pas si ce cabinet existe, mais… On va passer à l'annonce. Ah ouais. non, mais tu vois, sur la partie Crazy Voyage, parce qu'on est en train de parler de Crazy Voyage, il y a cette notion de business model avec en fait quelque chose qui est à peine à l'équilibre, à peine rentable. J'ai pas de problème à en parler, même si à la fin, quand je dis à la fin, c'est juste avant le Covid, pas fini encore, ça repart. Mais on faisait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. On était dans la presse, on a eu un film, on en parlera. On avait l'air de deux entrepreneurs successful. Donc, mais ouais, si tu analyses un peu notre bilan, à la fin, on était tout juste à l'équilibre puisqu'il y a énormément de frais, et puis parce que les agents de voyage, c'est un business avec peu de marge. Et nous, on faisait des voyages sur mesure, on essayait de bien les faire. Donc, beaucoup de ressources en interne. À la fin, on était 43, juste avant que ça pète en mars 2020. Et juste s'intéresser à, ok, c'est quoi en fait, tu as quoi comme business model, combien tu gagnes, donc combien tu pourrais consacrer au juridique et de quoi tu as besoin. Alors, le premier truc, voilà, c'est juste le business que tu peux apporter, enfin le business, le cash que tu aurais disponible, voilà, et quelles sont toutes les problématiques que tu as entre social, litige client, parce que quand tu as une boîte de B2C, moi on nous a jamais écouté là-dessus sur le côté les petits litiges clients. Et les petits litiges clients de 2010 se sont transformés en 2020 avec des menaces de avis Google, etc. Enfin en 2010, il n'y a pas trop d'avis sur le net, etc. C'est un peu caché, il faut farfouiller, etc. En 2020, le litige client, au bout d'un moment, c'est plus que les 200 € à rendre parce que les 3 saucisses à la fin du paintball plus barbecue étaient froides. C'est vraiment, je vais le dire sur Internet, t'es mal. Et on était 15 à l'EVG, et si on est 15 à mettre une étoile, etc. etc. Donc c'est comprendre aussi c'est quoi un litige client quoi, dans le B2C aujourd'hui. Et pas juste prendre chaque nouvelle affaire comme un nouveau cas et déclencher le chrono ou déclencher la facturation. Donc ça. Et après, sur l'aspect social, plus me dire, ok, un contrat de travail, on l'en fait une fois pour tes 3 types de postes que tu as et tu pourras l'appliquer à chaque fois. Donc, on paye peut-être un gros forfait au début pour, encore une fois, comprendre l'organigramme de l'entreprise, de quel type de poste on va recruter et qu'est-ce qui est bien de mettre en place pour que ça fonctionne bien, etc. Et pas de refacturer à chaque nouvel employé, plein pot, tout ça. Donc, si on avait écouté le business model, le B2C chez vous, c'est quoi exactement et quels sont les litiges et le social, vous embauchez combien de personnes par an? Parce qu'aujourd'hui, on m'a reproposé des forfaits, tout le social inclus, etc. Et tous les contrats de travail inclus pour une bêtise 800 € par mois. Attends, je vais pas embaucher là. Je suis Crédit Voyage dans la merde, j'ai plutôt licencié. Ah, mais attends, on va revoir le forfait. Enfin, juste écoute-moi, écoute quelle est la problématique du moment et me fais pas un truc pour 800 € par mois tout inclus, alors que dans le tout inclus, 95% de ce que tu proposes, je vais jamais l'utiliser. Je vais pas l'utiliser. C'est clair. Juste comprendre le business de l'entreprise. Donc partir de ton business, de tes besoins et aussi de ton budget, ça c'est important, et voir comment on pourrait apporter une prestation pertinente par rapport à ça, quoi. Ça paraît évident, mais effectivement il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Beaucoup d'avocats réfléchissent d'abord par rapport à la manière dont ils fonctionnent avant de s'intéresser à leurs clients. Très clair. Tu l'as un peu mentionné. Plusieurs personnes en tout cas te connaissent, pas mal de monde te connaît parce qu'il y a eu un film sur Crazy Voyage qui s'appelle Budapest, je crois, qui est inspiré en tout cas de l'histoire de Crazy Voyage. Tu vas nous dire comment ça s'est passé ça? Ils sont venus te voir pour créer un film? Ouais, c'est une histoire assez marrante et qui date de 2014 des premiers contacts, sachant que le film est sorti en juin 2018. Donc ça te laisse imaginer tous les allers-retours qu'il y a eu et les délais long qu'il y a dans le cinéma entre une idée de film et une sortie en salle, entre le tournage, la production, mais aussi toutes les négos en amont. Donc en 2014, j'ai un camarade de promo qui s'appelle Simon, qui lui a fait carrière dans le cinéma. Donc moi je suis diplômé en 2005, donc ça fait 9 ans qu'il est dans le ciné. Il a plutôt fait des films policiers en tant que scénariste et il me dit les producteurs avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, ils veulent faire une comédie. C'est leur première comédie et ils étaient sur votre site, crazyevg.com. Et ils se sont dit, on va faire le Very Bad Trip à la française. Sauf qu'au lieu d'aller à Vegas, les gars vont aller dans les pays de l'Est, ils ont des questions. Donc nous on dit, trop cool, s'il y a un film sur les EVG, de toute façon, c'est cool pour nous. Donc on les reçoit au bureau, on discute. Et là, les producteurs commencent à nous dire, au bout du 2e ou 3e rendez-vous, en fait, ça va être plus marrant si le fil rouge du film, c'est la création de votre boîte. Plutôt qu'un groupe de potes à qui il arrive des péripéties et tout.
parce qu'à chaque fois qu'ils venaient au bureau, on racontait un tas d'anecdotes. Ils nous demandaient de raconter nos vies, donc on racontait nos vies, plus la vie de nos clients, mais aussi nous, comment on avait trouvé telle activité, parce qu'ils étaient assez impressionnés par mais comment vous avez l'idée de monter sur un tank, pourquoi vous allez chercher vos clients en Hummer limousine à l'aéroport, enfin voilà, et à chaque fois on racontait, il y avait toujours une histoire derrière, il y avait toujours comment on a eu l'idée, qui on a rencontré à Budapest, qui on a rencontré à Prague, comment le réseau se fait sur place, etc. Et ça les avait fait marrer. On retrouve un petit peu dans le film, notamment sur les 30 premières minutes. Et de là naît l'idée de, ok, c'est plus un film sur les EVG, c'est un film sur Crazy EVG. Ce qu'on voit on voit au début du film la première minute inspirée de faits réels, etc. Et vous êtes consultant sur le film. Donc en plus, vous allez recevoir un salaire pour ça, pour raconter vos vies. Voilà, vous allez être payé en tant que consultant et vous allez discuter en permanence avec les scénaristes pour que le truc se rapproche au maximum de la réalité dans le côté inspiré de faits réels. Et qu'en même temps, après, nous, on puisse mettre notre touche de loufoque là-dedans, mais voilà, vous êtes consultant, exactement, ils nous avaient raconté, ça m'avait fait marrer à l'époque, comme ils avaient fait le film L'Assaut avec Vincent Elbaz, où il y a l'assaut du GIGN dans un avion qui est pris par des terroristes et où il y avait des consultants du GIGN qui étaient là pour les scènes d'action et qui étaient là aussi dans l'écriture du scénario pour savoir comment se passe un assaut. Alors, cool, je suis consultant comme le GIGN, je kiffe, où c'est que je signe, quoi. Donc voilà comment ça s'est fait en 2014 et tournage en juillet 2017 et sorti en salle en juin 2018. Ok. Et tu t'es entouré justement d'avocats pour ça? Parce que j'imagine qu'eux avaient leur petite armée d'avocats. Voilà, et encore une erreur juridique, légale de notre part, Aurélien et moi. Parce qu'à ce moment-là, entre 2014 et 2016, si je reviens sur tout ce que j'ai dit depuis le début, on n'a plus d'avocats. On en a eu un petit peu au début. Enfin, on n'a pas eu au début. Petite relation avec 1134. Finalement, ça ne fit pas des masses. Voilà. Donc à ce moment-là, je me souviens encore des rendez-vous où face au producteur, on dit on va relire le contrat avec nos avocats. En fait, il n'y a pas d'avocat derrière. Et en fait, la bêtise, pourquoi on l'a refait à ce moment-là, c'est qu'on se dit relire ça, j'ai pas de problème à en parler aujourd'hui, ils nous proposaient 10 000 € de frais de consulting. Donc, on le faisait pas pour les 10 000, on le faisait pour être dans le film et avoir le truc. Donc, mais on se dit en fait, on va les refiler à un cabinet d'avocats parce que le contrat, il faisait, je sais plus, 15-20 pages, il y avait plein de trucs. Et on s'est dit en fait, on va tout refiler à l'avocat pour relire, alors qu'en fait, ils vont nous faire une pub de dingue. Et alors, ça va paraître un peu naïf comme ça, mais c'était vraiment à peu près ce qu'on se disait. Et on s'est pas posé la question à ce moment-là de savoir mais si tout ce qui est écrit dans le contrat, il le respecte pas, qu'est-ce que ça va être la suite derrière et quelle va être la problématique pour nous? Est-ce qu'on aura vraiment un droit de regard? Est-ce que la clause elle est bien rédigée pour pas qu'ils fassent n'importe quoi avec notre vie perso? Parce que dans le film finalement ils nous ont fait comme mariés, etc. Et les mecs font des conneries, les mecs prennent de la drogue et tout ça. Enfin moi, mes parents, ma famille a vu le film, etc. Donc sur notre vie perso, ils peuvent jouer avec n'importe quoi. Alors, il y avait des clauses qui parlaient de ça dans le contrat, mais est-ce qu'elles étaient bien rédigées? Est-ce qu'elles ont été respectées? Est-ce qu'on n'aurait pas dû montrer les muscles à ce moment-là avec réunion de cabinet d'avocats pour montrer qu'on n'allait pas se laisser faire sur n'importe quoi? Et avec notre vie pro, parce que l'image qu'ils donnent de Budapest dans le film, de nos prestataires hongrois, est vraiment pas cool. Enfin, moi, tous les gens avec qui je bosse à Budapest, ils détestent le film. Et ils me disent, tu l'as fait passer pour des cons, Alex. L'image qu'ils donnent de nos clients, qui sont des sombres imbéciles complètement bourrés, qui arrivent à l'aéroport bourrés, etc. Nous, on faisait 60 000 clients par an en 2019. Il y avait très peu d'incidents. Il y avait surtout plein de gars qui allaient célébrer le VG de leur pote à l'étranger, qui étaient trop contents de partir à l'étranger, qui faisaient une surprise. C'est pas ce qu'on voit dans le film, quoi. Donc, il y a vraiment une partie du film où ils n'ont pas du tout respecté ce dont on parlait pendant le... Alors, c'est un film, c'est une adaptation, c'est une fiction, mais voilà, dans le contrat, on aurait pu peut-être verrouiller certaines choses pour qu'ils fassent les fous, les loufoques et tout ça, mais quand même, respecter le client, respecter nos fournisseurs, respecter un peu l'image de la boîte et par-dessus tout, respecter nos vies perso. Alors, nos femmes, elles sont super cool et elles ont pris le film comme une fiction et nos parents aussi, et ça reste un bon truc, mais nous, la première fois qu'on voit le film et qu'il est déjà monté, c'est la douche froide. C'est trop tard. Il y a quelques passages qui nous plaisent vraiment pas. Et comme à aucun moment on a vraiment négocié sur ces clauses juridiques un peu lourdes de droit d'image, etc., ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et autre exemple, dans le contrat, il y a écrit qu'ils créent une boîte qui s'appelle Crazy EVG. Manu Payet et Jonathan Cohen dans le film. On arrive sur le tournage, la boîte s'appelle Crazy Trips.
parce que 2 jours avant le tournage, le Real trouve que c'est plus international, que Crazy VG ça parle à personne. Et nous, ils ont déjà tous des t-shirts Crazy Trips sur le tournage. On le voit le jour du tournage. On est à Budapest, on est décomposé avec Aurélien. Alors après, on rebondit, on est entrepreneur, on achète tout de suite crazytrips.fr, crazytrips.com, et puis on crée une page, et puis on dit l'agence de film existe vraiment, on se fait un peu de référencement naturel, et aujourd'hui, à chaque fois que le film passe à la télé, il y a 20% du trafic qui vient de Crazy Trips. Donc on a rebondi, mais sur le coup, on aurait dû dire, peut-être, je sais pas, stopper le tournage tout de suite, enfin ça prend 2 minutes de refaire des t-shirts. Notre avocat a écrit un courrier. La clause 7 n'est pas respectée et là ils ont déjà engagé 2, 3, 4 millions de budget pour tourner le film, donc ils nous écoutent, ils retournent la scène avec les bons t-shirts et on a peut-être plus de pubs à ce moment-là, mais on n'est pas épaulé, on n'est pas encadré et on subit petit à petit leurs entourloupes de pros du secteur, là où nous on n'est pas épaulés. Et si j'ai bien compris ce que tu disais tout à l'heure, en fait tu l'as pas fait à la base parce que tu avais peur que ça coûte trop cher, notamment par rapport aux 10 000 euros. Mais tu as demandé des avocats autour de toi comment ça allait coûter? Je ne suis même pas renseigné parce que j'avais été peut-être trop échaudé par 2-3 missions qui s'étaient pas super bien déroulées, de litiges clients et de litiges avec des concurrents. Quand on a des concurrents qui se sont lancés, qui nous ont copié de A à Z. Il y a eu une petite histoire où on a un concurrent qui a même carrément été pompé nos conditions générales de vente, mais au mot près, qu'on avait fait justement avec des avocats quand même, parce qu'on avait commencé à bien les faire à ce moment-là. C'était donc 2010, on s'était rapproché d'un cabinet, donc on avait commencé à faire les choses à peu près bien. Et puis encore en 2013, on est copié. On nous conseille, on nous fait un courrier bien comme il faut pour commencer à attaquer les concurrents, etc. Finalement, le concurrent change tout, change la couleur de son site, change de 3 $. Bon, on va pas en rester là quand même. Si, ça y est, on a réussi, il a changé. Oui, mais il nous a parasité pendant 6 mois en faisant croire que c'était nous, etc. Et là, le cabinet d'avocats, l'avocat nous dit ah oui, mais on n'a pas fait de constat d'huissier à l'époque, on peut pas prouver qu'il vous avait vraiment copié, etc. Il a tout changé. Et mais t'es pas censé commencer par là pour nous dire non, mais moi je voulais qu'il change ses conditions générales, qu'il vous copie plus. Je vois, mais même, il nous les a nuit, donc moi j'étais prêt. Bon, j'avais un petit peu premier concurrent, j'étais féroce, les poings serrés, et j'avais envie d'aller le dégommer, alors qu'en fait, la concurrence. J'ai appris à m'y faire et ça permet à tout le monde de progresser, c'est très bien, mais le mec il avait copié de A à Z, qui avait même pas lu la jugeote de créer ses propres conditions générales de vente et qui au mot près, il y avait encore écrit Crazy Voyage sur son site, à plusieurs endroits tellement il avait pompé. J'ai quand même, on va pas laisser passer ça. Et donc à la fin, en fait, j'avais la sensation que j'étais jamais aussi bien défendu et représenté que par moi-même, et qu'à chaque fois que j'avais envoyé 1 000 € par-ci, 1 000 € par-là, ça n'avait pas résolu le problème et que je pouvais le faire tout seul. Donc quand ce contrat de film arrive, je suis pas du tout appâté par le gain, mais par ce côté, il va y avoir un film sur Crazy et c'est top. Et il faut que le film se fasse. Donc payer un avocat qui regarde toutes les clauses et que finalement elle va aller peut-être se battre aussi, c'est peut-être ça aussi qui m'a fait peur, c'est pas que les avocats, c'est peut-être le système juridique où il dit on a un avocat et tout, si jamais les producteurs reculent, peut-être que. Puis après il y avait le coût en disant on parle d'un contrat à 10 000 €, vu le nombre de pages qu'il y a là-dedans et vu quand même le gros studio de production qui va faire, ils vont forcément discuter, il va y avoir des allers-retours, peut-être que c'est pas une bonne chose. Et on est passé à côté. Ok, mais c'est souvent une histoire de dialogue en fait. C'est aussi, quand tu parles de ton concurrent qui t'a pompé, comme tu dis, et que l'avocat n'a pas fait ce que tu voulais qu'il fasse, est-ce que c'est pas aussi parce que vous n'aviez pas assez discuté et que l'avocat n'avait pas assez posé la question de qu'est-ce que tu veux faire, Alexandre? Est-ce que tu veux, entre guillemets, que je le tue, passe-moi l'expression, ou est-ce que tu veux juste qu'il enlève ce qui est sur ton site? C'est complètement ça. Parce que qu'il enlève Crazy Voyage de ses conditions générales de vente. J'avais pas besoin d'avocat, je suis passé un coup de fil en disant mec, tu viens de me copier, il y a écrit Crazy Voyage partout sur ton site, fais attention. Je pense qu'il le change de lui-même tout de suite. Et puis même au passage, il s'excuse et ça se trouve, parce que pour la petite histoire avec ce concurrent aujourd'hui, on est presque copains. Le Covid a fait on a resserré les liens et que les galères, on s'est rencontrés, on a enterré l'âge de guerre et c'est très cool et on discute bien. Mais voilà, à cette époque-là, en fait, moi, je veux pas qu'il existe son site. Donc, et en fait, l'avocat, il dit c'est super, il a enlevé Crazy Voyage. En fait, j'avais pas besoin de dépenser 1 000 € pour ça. Moi, je voulais non, il aurait fallu faire un constat d'huissier, montrer que il avait pompé ci et ça, et là, il aurait pu. C'est ça que je voulais. Et en fait, il n'avait pas compris. On s'était pas compris. Vous pas compris. Voilà. Et parce qu'il n'avait pas compris mon business et parce qu'il n'avait pas compris aussi l'état d'esprit dans lequel j'étais, où je voyais un concurrent arriver et j'avais envie d'aller à la bagarre, quoi. Et j'étais prêt à tout entre guillemets pour
pour le faire arrêter ou en tout cas pour lui mettre des bâtons dans les roues. Ce que je fais d'ailleurs aujourd'hui, mais des années après, avec Labyrinthe Film, qui est la société de production qui a produit Budapest, des années après, finalement, on a pris un cabinet d'avocats pour les attaquer sur tout ce qu'ils n'ont pas respecté dans le contrat. D'accord. Parce que, pas pour une question d'argent, mais pour une question en fait d'éthique et morale et de respect en fait. Et là aujourd'hui, j'ai dit au cabinet que j'ai pris, je dis, je m'en fiche de combien ça va coûter. C'est pas une question d'argent. J'ai mis le budget de côté. Il m'avait bien expliqué que si on va jusqu'au TGI, il y aura tant de frais, etc. Il a été capable de donner le budget. Il a donné le budget. Donc on l'a chiffré, bien sûr. C'est pas illimité. Je vais pas. Mais juste, il y a des choses qui n'ont pas du tout été respectées. Et les producteurs, à la limite, quand on a voulu dialoguer avec eux une fois que le film était sorti, etc. Plutôt que de dialoguer, ils m'ont bloqué sur WhatsApp. Alors qu'on était genre copains. Okay. Ils m'ont bloqué sur Insta et sur WhatsApp et ils répondent plus à mes mails et ils m'ont bloqué aussi au téléphone. Donc je dis là, juste une question de respect. Donc allez, là on prend. Et donc l'avocat a regardé le contrat. Il dit bon, bien sûr, mais ça fallait intervenir avant. Mais on va le faire quand même. Et ça et ça et ça. Oui, c'est là que tu vois toutes tes erreurs. Mais au moins là, j'ai mis les cartes sur table. La problématique, c'est juste faire respecter nos droits et il y a un contrat en place et il n'est pas respecté. Donc on est en 2021. Le film est sorti il y a 3 ans. Et bon, le Covid a retardé la procédure, mais tu vois, on est encore en plein dedans. Mais juste pour pas qu'ils se foutent de notre gueule et pour pas qu'ils nous marchent dessus comme ça, on a pris les avocats maintenant. Trop tard. Je comprends. Ok, donc tu pars au contentieux sur ce film. Tu es avec quel cabinet d'avocats aujourd'hui? Tu les as trouvés comment? Comment ça s'est passé? On s'est de nouveau rapproché de Bolt à ce moment-là. Parce que quand on va les voir il y a un peu plus d'1 an maintenant, on a des sujets sur lesquels on ne peut pas se passer d'avocat, avec notamment 2 choses. La création d'une nouvelle boîte, Crazy Villa. On est en plein Covid, Crazy Voyage s'est cassé la figure bien comme il faut, et on a cette idée d'immobilier que je détaillerai peut-être plus tard. Et on veut bien le structurer d'un point de vue capitalistique et tout ça, au cas où, à l'époque, on se pose la question, c'est sur la table en tout cas, Crazy Voyage se casse définitivement la figure. Et Aurélien et moi, on se retrouve sans chômage, sans rien, entrepreneurs qui ont tout perdu parce que la boîte est passée de plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à 0. Et au contraire, avec des dettes et pas mal d'emmerdes qui arrivent. Mais on a quand même cette idée immobilière, mais si elle est trop rattachée à Crazy Voyage, enfin si elle est, il faut qu'on sépare. Et on avait déjà créé quelques villas, c'était un tout petit peu technique, mais il y avait déjà différentes boîtes. Donc on a une problématique de structure capitalistique à bien faire, et on sait que sur Crazy Villa, pour accélérer, on va devoir lever des fonds. Bolt, on a été toujours en contact avec eux, et on se dit là on a une vraie problématique de levée de fonds, une vraie problématique de structure, corporate, ça c'est votre truc, on vient vous voir, et là les discussions se passent bien, parce que ça c'est exactement leur métier. Enfin, c'est là où ils sont les meilleurs. Ils font d'autres choses, mais c'est là où, pour moi, ils sont les meilleurs. Et à ce moment-là, on leur dit, en fait, on a un petit contentieux, on peut le mettre dedans dans le package parce que ça fait un petit moment que ça nous trotte dans la tête. Ils n'ont rien respecté, les gars, ils nous ont marché dessus. Donc là, ils nous font un petit package. On nous a laissé, on vous le prend pourtant, en plus de la mission levée de fonds et structure juridique de toute votre nouvelle boîte. Et c'est passé comme ça. Ok. Ils t'ont fait un forfait du coup? Ouais, tout ça. Ils ont fait un forfait pour tout, pour les 3 sujets. Donc c'était cool. C'était hyper transparent. On a vraiment pris le temps de discuter. On s'est posé longtemps. Ils ont écouté nos besoins. Ils ont aussi écouté notre budget. Ils n'ont pas allumé comme des dingues parce qu'ils savaient bien qu'il y avait une boîte qui était en train de se casser la figure. Une nouvelle qu'on voulait créer, sur laquelle on espérait lever des fonds. Mais il n'y avait encore rien de fait. Et puis un litige qui nous trottait dans la tête et juste qu'on avait, à chaque fois qu'on voyait le film passer, on y pensait. Et donc là ils ont vraiment, pour le coup, complètement écouté, ce qui empêche de dormir l'entrepreneur. Et donc on a réussi à faire une enveloppe globale qui nous convenait. Et puis après, à répartir les coûts. Mais après, ça c'était plus leurs ressources internes. Mais nous, du moment que le global, c'était notre argent. Donc en perso, ça organise comme on payait avec la même société qui était notre holding, qui était au-dessus de toutes les boîtes. Et le holding, c'est juste Aurélien et moi. Et donc voilà, après, on s'en fichait de la répartition. On leur a dit, c'est pas, vous faites comme vous voulez, mais si c'est ça le budget global, ça nous va. Donc là, tu te rapproches aujourd'hui de Bolt d'avocat avec un forfait global parce qu'il y a ce contentieux sur le film Budapest. Parce qu'aussi,
tu l'as mentionné, j'aimerais qu'on développe peut-être un petit peu. Il y a ce pivot entre Crazy Voyage, alors qui existe toujours aujourd'hui, il faut le dire. Finalement, il existe toujours aujourd'hui. On est très fiers d'avoir survécu au Covid. Mais ça existe toujours aujourd'hui. Très impacté du coup par le Covid, parce que qui dit enterrement de vie de garçon à l'étranger dit voyage, qui dit Covid dit pas de voyage. Dit voyage et fête. Et comment ça se passe? Raconte-nous, vas-y. Voilà, parce que nous, on était doublement impactés par le Covid. Vraiment, je pense qu'il y a peu de boîtes qui ont meurflé autant que nous. C'est pas le concours de la victimisation, mais ça a vraiment été chaud parce que même quand les vols ouvrent, les frontières réouvrent, quand les vols sont de nouveau dispo à la vente, les boîtes de nuit, les restos sont encore fermés. Qu'est-ce que tu vas aller à Barcelone ou à Budapest en EVG si à l'atterrissage, il y a un couvre-feu à 20h. Donc, on a dit mais les voyages repartent. Là, on voyait bien que les voyages repartaient pas autant que ça, mais c'est ouvert. Mais nous, c'est resté fermé, quoi. Parce que nous, il y a la dimension voyage plus fête, et il y a la dimension voyage, organisation de voyage et fête. C'est-à-dire qu'un EVG, tu le prévois 6 mois à l'avance pour ton pote qui va se marier, etc., ou ta copine. Mais avec l'incertitude de est-ce que les frontières vont être ouvertes, est-ce que les bars vont être ouverts, est-ce que les boîtes de nuit vont être ouvertes, est-ce qu'on va pouvoir faire des activités, aller au bain à Budapest, ça fait trop d'incertitudes. Donc je ne réserve pas mon EVG, donc je ne prends pas mes billets d'avion même s'ils sont disponibles, et on le vit encore aujourd'hui, on tourne vraiment encore même aujourd'hui, alors que vaccination, etc., ça a l'air d'aller à peu près bien, même s'il y a une petite reprise en Europe en ce moment, mais on l'a vu, on va dire, encore cet été, où tout était quasiment ouvert. Les gens n'avaient pas réservé leur billet d'avion 6 mois à l'avance. Donc si tu veux aller à Budapest en mai prochain, que tu prends le billet aujourd'hui en novembre, ça va. Mais si tu te réveilles en avril en disant c'est bon, ça a l'air d'être ouvert, je vais y aller en mai, c'est plus les mêmes budgets, c'est pas la même dispo des 10 potes. Nous c'est une organisation en EVG, c'est 10, 12, 15 personnes. Donc en fait, tout le business est complètement impacté par cette situation, et voilà, on est passé on était, je dis 10 millions depuis tout à l'heure, mais on était plutôt sur une tendance à 12 millions d'euros en 2020, parce que la crise arrive en mars 2020, et on voit au début, on est vraiment sur le trend de reprendre 20% de croissance, et à zéro, littéralement à zéro. Ça passe à zéro du jour au lendemain, et après, pour donner des ordres de grandeur, sur 2021, on va plutôt faire entre 1 et 2 millions. Donc c'est divisé par 6, quoi, easy. Donc c'est encore dur aujourd'hui, et on est resté sur un fil à savoir qu'est-ce qui allait se passer pour la boîte pendant 18 mois. Ça a été très très chaud. Et donc tu rebondis avec Crazy Villa, en te disant en se disant, alors c'est très concrètement, parce que tout le monde s'en souvient, de mars à mai 2020, on est confiné, bien comme il faut, le vrai. Et donc en mai, quand ça réouvre, quand on a le droit de faire 100 km notamment, enfin, un truc un peu bizarre, on avait le droit de faire 100 bornes, mais pas plus. On avait déjà quelques villas qu'on avait achetées dans une SCI, et que Crazy Voyage louait à notre SCI perso, à Aurélien et moi, pour faire des EVG dans ces villas. Donc on avait déjà un petit véhicule avec des villas, et on commençait un petit peu à faire d'immobilier. On avait aussi acheté des apparts avec cette même SCI à Budapest et à Prague. Donc on avait un véhicule immobilier, mais qui louait tout à Crazy Voyage, et qu'après Crazy Voyage mettait dedans des EVG, soit à Budapest, Prague, ou dans le Loiret ou dans l'Eure-et-Loire, nos premières villas. Très vite, on se rend compte, justement avec ces fameux 100 km, que là le téléphone explose, mais littéralement, avec les gens qui veulent aller dans les villas, ils veulent sortir de chez eux, et les villas étaient à 120, 130, 140 km de Paris, mais je m'en souviens pour l'anecdote de gens qui disent pas grave, on va faire 30 km de plus, mais on y va. Et là les gens ils viennent même en semaine, parce qu'il y a encore beaucoup de gens en télétravail, etc. Et juste tout le monde veut revoir ses potes. Et donc on se rend compte qu'on a digitalisé beaucoup de choses pendant ce Covid, et c'est très bien. Enfin, il y a des business qui ont accéléré, mais se retrouver entre copains, le digitaliser, c'est chaud. Et là, pour essayer, mais ça va. Donc les gens ont envie de se retrouver, donc on voit nos villas, les demandes de résa qui explosent sur les villas, et on voit ce que j'ai dit juste quelques minutes avant, que les voyages ne reprennent pas. C'est impossible de se projeter sur un voyage à Barcelone, même si on peut sortir de chez soi. Et en revanche, les 4 villas qu'on a à ce moment-là, elles sont pleines. Et donc là, on se dit, on va accélérer. Enfin, je me souviens, on se voit avec Aurélien à la sortie du confinement en mai, on pose des options sur la table, et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On restructure Crazy Voyage, on fait un pivot sur l'immobilier, on transforme la boîte, ou on recrée une boîte qu'on met à part au cas où tout s'effondre, et qu'il nous reste quand même quelque chose en tant qu'entrepreneur, et voilà. Et donc on transforme la SCI en SAS, on en fait une société d'exploitation, etc. Et on fait des transformations justement, notamment avec Bolt, et on structure un peu mieux le capital de la boîte pour que l'une n'entraîne pas l'autre dans sa chute, et pour que des investisseurs soient intéressés sur entrer sur Crazy Villa, sans se dire
ces deux mecs-là, ils ont un gros boulet au pied qui s'appelle Crazy Voyage et qui va les entraîner vers le bas et il va y avoir des dettes de dingue à payer. Je me répète, mais ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, on ne vient pas. Même comme ça, il y a pas mal d'investisseurs qui ont dit votre truc de Crazy Villa. Alors, pourquoi ça s'appelle pareil? Enfin, juste le nom suffisait à ce qu'ils ne veulent pas venir en disant ouais, mais il y a un autre truc là qui est vachement endetté, qui est dans la merde. Et voilà. Mais à ce moment-là, on décide de. C'est pas de pivoter sur l'immobilier, mais c'est de créer quelque chose à côté. Créer quelque chose d'autre. Voilà. Et d'un point de vue économique, on vend nos apparts de Budapest et de Prague parce que là, pour le coup, ils sont vraiment pas loués et on réinvestit tout dans des villas en attendant que les investisseurs viennent. Donc pour continuer à se développer, parce que les investisseurs ils sont pas venus en mai 2020. Non, ça a été un peu plus long. Il a fallu montrer qu'on avait vraiment créé une nouvelle boîte qui dépendait plus de Crazy Voyage, donc créer une société d'exploitation qui pouvait avoir un site opéré par elle-même, des nouveaux employés qui puissent gérer ça et qui sait gérer du chiffre d'affaires. Parce qu'avant, nos biens, comme ils étaient loués par Crazy Voyage, tout le monde pensait que la force commerciale, c'était que Crazy Voyage et que si Crazy Voyage n'existait plus, nos biens n'avaient plus de valeur. Donc on a dû quand même recréer un business. Et ça a été long, ça a été dur, mais c'était, comme je le dis souvent, on n'a jamais autant appris d'un point de vue entrepreneur que pendant ces 18 derniers mois. On a refait une formation accélérée de création de boîte, de gestion de problèmes, de RH et de business. C'était hyper prenant. Un gros momentum avec des difficultés sur la première boîte, des sujets corporate, que ce soit pour compartimenter un peu le risque ou pour aller lever des fonds. Un autre sujet sur un contentieux à côté, sur un film qui traîne. Et donc, tu prends Bolt qui te fait un forfait pour tout ça. Quel est le point fort de Bolt à ce moment-là? C'est le fait de pouvoir tacler justement tous ces sujets-là? Ouais, le fait… Alors, franchement, un de leurs premiers points forts, c'est que pour le coup, ils nous connaissaient depuis longtemps. Ils avaient un peu suivi notre ascension, entre guillemets. Ils avaient vu le film, ils connaissaient. Donc, aussi, bon, à ce moment-là, on avait besoin d'être écoutés. On sortait, comme tout le monde, d'une période difficile, enfin, comme beaucoup de gens. Et ils nous ont, là, pour le coup, vraiment écoutés. Et le rendez-vous était agréable. Vraiment, vraiment agréable. Et après, ils ont été capables de, sur le gros enjeu, la restructuration et la levée de fonds, ça c'était vraiment leur spécialité. Le petit contentieux à prendre en plus, c'était le petit plus qu'on a apprécié, qu'ils sachent gérer aussi et c'était cool. Mais l'enjeu pour nous, il était là. C'était d'écouter notre budget et écouter la merde dans laquelle on était à ce moment-là et de vraiment comprendre. Et ça, voilà. Une boîte qui est sur le point de faire faillite, une autre qui est à côté, qui avait un contrat entre les deux, comment on s'en sort, comment on recrée à côté, comment on compartimente vraiment bien. Ça, c'était complètement dans leur métier. C'était cool. On a été reçus par Clarisse et Serge, qui sont deux des principaux associés du cabinet, directement. Après, ils nous ont mis en relation avec les équipes, mais on avait été reçus par ceux qui nous connaissaient, qui connaissaient notre histoire. Et les boss du cabinet, je pense, qui font le budget, quoi. Et après, ils nous ont mis en relation avec les bonnes personnes dans leur équipe, qui étaient à notre écoute, qui maîtrisaient un petit peu, voilà, l'immobilier. C'est pas leur spécialité, mais quand même pour comprendre un petit peu ce qu'on voulait structurer. Et ils ont vraiment, vraiment écouté à ce moment-là. Et c'était top. Et c'était leur spécialité. Ouais, très clair. Et Bolt, justement, est assez connu pour des abonnements. Un nombre de prestations définies mais en illimité du coup. T'es client de cet abonnement-là, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais justement, alors je dis plein de bonnes choses sur eux, donc je vais pouvoir faire dire des mauvaises, parce qu'on est transparent pendant ce podcast. Justement, dernièrement, on a eu des petits litiges, enfin, on a toujours, quand tu fais du B2C, t'en as, voilà. Et je voulais pas répéter cette erreur de dès que le client il me demande moins de 400 €, je paye sans me poser de questions. Donc je commence à demander à Bolt qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans un forfait. Et moi j'ai aujourd'hui dans la partie Crazy Villa. Maintenant on est passé de 4, 8 à on va bientôt 30 villas. Donc les litiges se multiplient parce que j'ai 30 clients par week-end dans chaque maison et j'ai des voisins. Donc j'ai deux types de petits litiges, des petits litiges qui peuvent se résoudre facilement si on prend la chose. C'est avec le voisinage des fois, qui sont pas contents de voir arriver des Parisiens entre guillemets faire la fête dans leur campagne, etc. Même si les maisons sont isolées des voisins à plus de 300-400 mètres et qu'ils les entendent pas, juste voir plein de voitures et tout. Voilà, il y a des jalousies qui se créent, etc. Et j'ai des litiges clients qui, voilà, pour une température d'eau de la piscine, pour la même maison, il n'y a jamais eu de problème. Il y en a un qui va te dire, ah non, moi, j'ai pas aimé ceci, cela, et qui commence à te dire, je parle des Google et des réseaux sociaux, je vais te mettre une étoile, je vais machin, je vais truc, ou j'ai fait un relevé de je ne sais quoi, où le chauffage a coupé alors que j'avais mis la machine en route. Bref, des petits litiges de rien du tout, mais qui
ou plutôt quand il y a de la casse, parce qu'ils font la fête, prouver que le check-in était bien réalisé et que c'est vraiment lui qui a cassé le billard. Bon, 9 fois sur 10, le gars il dit désolé, on est monté dessus, ça a cassé, c'était pas fait pour ça, on paye. Puis il y a une fois sur 10 où il dit non, prouve-moi qu'il n'était pas cassé quand je suis arrivé. Et là, tu te dis, bon, il commence à monter dans les tours. Et donc, je dis à Bolt, on a ces petits litiges qui ne coûtent pas grand-chose, 300, 400, 500 € à chaque fois de petits litiges. Puis, on a des litiges un peu plus compliqués, des fois, avec des voisins qui commencent à essayer de faire des pétitions et tout, et qui nous envoient des recommandés. Et moi, j'ai un peu autre chose à faire que répondre à un recommandé de voisin qui dit qu'on n'a pas le droit de se garer dans cette allée-là. C'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas que dit l'urbanisme. À la limite, autant que je sois épaulé par un avocat. Et là, Bolt me propose un forfait où il y a du social. Un abonnement ou un forfait? Un abonnement. Okay. Où il y a du social, je ne sais plus quoi, du contrat de travail, mais 90% de choses, c'est pas ce que j'ai demandé. Parce qu'en fait, sur Cadivilla, j'ai 10 employés, ça marche très bien, mais en fait, j'ai besoin de développer des maisons, j'ai besoin de multiplier les maisons, pas les employés, et j'ai pas d'embauche à faire tout le temps, etc. Et je sais plus ce qu'ils me proposent d'autre. Ah oui, de me gérer mon pacte, enfin des choses qui sont déjà gérées en plus, qu'ils ont déjà gérées pour nous. Enfin dans le forfait, on fait un copier-coller et à tout ça dedans pour, je sais plus, 800 ou 1000 € par mois, peu importe. Mais je dis mais il y a les litiges là-dedans. On me répond, ça dépend du nombre de litiges, quels sont vos litiges. J'avais expliqué déjà avant, donc je le réexplique. Et si je dis pas de bêtises, je n'ai pas vérifié avant ce podcast, mais je crois que c'est moi qui envoie le dernier mail en disant est-ce que vous pouvez me faire un forfait où il y a, mettez le nombre de litiges que vous voulez gérer client, le nombre de litiges voisins. Je mets en copie du mail 2 lettres de voisins reçues en recommandé. Voilà le type de choses que j'ai. Combien ça coûterait? Et ils n'ont pas répondu à ça. Ils n'ont pas répondu? Non, on avait répondu. Je suis sûr à 99% que c'est moi qui ai envoyé le dernier mail. Peut-être que c'est pas dans leurs compétences, peut-être que ça leur correspond pas, peut-être que c'est difficile pour eux. À ce moment-là, ils pourraient me caper un nombre de litiges, parce que j'en ai pas non plus 150 par mois. Et c'est pas très grave, quoi. Bon, au final, j'ai fait comme je fais d'habitude, j'ai répondu aux litiges en direct, en regardant par rapport à ce que dit la loi, sur les distances, sur le machin, l'urbanisme. J'étais en mairie, vérifier ce petit litige avec un voisin, qu'est-ce que c'était, le maire m'a rassuré, etc. Mais je l'ai fait tout seul. Et, j'apprends en le faisant, mais je me dis, bon, je l'ai fait sur une dizaine de maisons, on va en avoir bientôt 30 ouvertes. Le petit litige qui avait lieu 2 fois par an, il va avoir lieu plutôt 6-7 fois par an. Ça va peut-être commencer à m'embêter de rédiger des courriers recommandés tout seul et surtout de pas montrer qu'on est épaulé, entouré à ce moment-là. Parce que le voisin qui taquine ou le client qui joue sur les mots, sur un truc et tout, s'il se dit bon, c'est une grosse structure derrière, effectivement. Plus il y a un avocat, et il sait s'il a cassé le billard. Et donc de toute façon, c'est aussi ça le truc, quoi. Il sait si c'est lui qui a fait ça, etc. S'il se dit en plus, ils ont gardé ma caution et ils ont un avocat, parce qu'après on la garde la caution, c'est plus rendez-moi ma caution, sinon je fais appel à mon avocat. Bon, nous, on en a déjà un, et il va te prouver par A plus B que c'est normal qu'on garde ta caution. Donc, ça peut te calmer avant. Voilà. Mais ça, on n'est pas épaulé aujourd'hui. D'accord. Donc, en fait, dans l'idéal, là, ce que tu chercherais, c'est un espèce d'abonnement sur un avocat qui pourra gérer tous tes petits litiges. Finalement. Qui comprennent la dimension B2C de notre boîte, le nombre de clients qu'on a, quels peuvent être les litiges, notamment sur la casse et les cautions, parce qu'on autorise les fêtes, mais voilà, ça qui dit fête dit il y a des petits débordements, mais ça nous va très bien, on est courant et on a créé ces villas-là pour que les gens puissent s'éclater, se retrouver entre potes. Encore une fois, c'est ça l'ADN de la boîte, mais ça peut engendrer quelques petits différents et à ce moment-là, il faut les comprendre et pouvoir y répondre facilement sans que ça coûte 500 € à chaque fois. Ok, c'est très clair. Il y a d'autres besoins aujourd'hui sur Crédit Villa sur lesquels tu n'es pas satisfait? Alors pas satisfait, j'ai interrogé personne, donc je tu manques d'un prestataire en tout cas. On a on fait beaucoup de travaux dans les maisons. Donc les maisons, j'ai peut-être pas assez parlé du produit quand même pour qu'on comprenne bien. C'est des maisons isolées des voisins, ça je l'ai dit, qui font plutôt 250-300 mètres carrés où tu vas pouvoir inviter tous tes potes, dans lesquels on construit des piscines, des terrains de sport, donc ça peut être un terrain de basket, un terrain de five, un urban foot, voilà, mais dans ton jardin, enfin dans notre jardin, des terrains de volley, baby-foot, billard, borne d'arcade, enfin on suréquipe la maison pour que entre potes, entre amis, en famille, et même à un séminaire de start-up, de petites boîtes, start-up ou autres, s'y retrouvent et kiffent. Se retrouvent un petit building qui se passe bien, un grand barbecue. Enfin, c'est la maison des copains suréquipés.
Trop bien. Ce qui veut dire qu'on fait beaucoup de travaux et on transforme notamment, on construit des piscines, on transforme des granges en habitation ou en terrain de sport. Dans la grange, on va te mettre un terrain de basket, un terrain de pétanque. Enfin, on va vraiment faire des travaux et il y a des questions d'urbanisme qui se posent, changement de destination, déclaration préalable de travaux, voire permis de construire si on fait des nouvelles ouvertures, etc. Parce qu'on crée aussi au niveau de la sécurité des issues de secours en plus, des escaliers en plus. Donc on respecte un tas de normes qu'on a découvert petit à petit, mais on le fait encore nous-mêmes. On dépose nos permis nous-mêmes, et puis quand il est refusé, souvent on s'arrête parce que, alors qu'on pourrait sans doute le contester, parce que pourquoi il a été accepté 9 fois sur 10 de transformer une grange dans la même région à 2 villes d'écart? Est-ce que le PLU est vraiment différent? Dès qu'il faut creuser, pour le moment, je dis bien pour le moment, on ne creuse pas parce qu'on n'a pas un spécialiste de l'immobilier à nos côtés qui pourrait nous dire vous faites toujours les mêmes projets autour de 400, 500 000 euros, peu importe, mais voilà, c'est ça le budget d'une maison. Il y a toujours à peu près 100, 200 000 de travaux et bon, il y a toujours à chaque fois demander une piscine, une transformation de grange. Oui, voilà, c'est ça. Toujours en campagne, dans tel et tel département. Oui, c'est ça. Les PLU, moi je sais où aller les chercher, etc. C'est mon truc et tout. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, si on était bien épaulé, bien accompagné, il y a peut-être des maisons sur lesquelles on ne ferait même pas d'offres parce qu'en amont, notre avocat spécialisé aurait téléchargé les PLU, enfin nous aurait dit cette maison elle est en zone naturelle, elle est en zone agricole, elle est en zone aide, etc. Ça va être mort. Il y a déjà eu 3 refus, je ne sais pas s'il y a des jurisprudences comme ça, personne n'a de piscine dans le coin. Et voilà. Alors, on n'est pas non plus des nanas, quand on fait un signe de compromis, on met des conditions suspensives. À la limite, on met plus de conditions suspensives sur la piscine et sur la transformation de la maison que sur le prêt, parce qu'aujourd'hui, on a de la chance d'être suivi assez facilement par les banques, mais on se protège de ça pour on a 3 mois pour qu'il ait le point de la piscine et de tous les travaux qu'on veut faire. J'arrête pas de parler de piscine, mais on fait plein d'autres choses. Histoire que là, on a eu un refus récemment, on s'y est arrêté, etc. Mais on perd quand même du temps parce que c'est une maison sur laquelle on a immobilisé un peu d'argent, on a fait venir des entrepreneurs, etc. Alors que ça se trouve, on aurait pu killer le projet dès le début parce qu'elle est située dans une zone où aucun permis n'est attribué depuis 2012 parce que ceci, parce que cela. Ok, très clair. En fait, ce que tu cherches depuis le départ, c'est évidemment un avocat qui puisse comprendre ton business, ok, mais qui soit aussi capable de templéter tout ce qui est à basse valeur ajoutée, de pouvoir en fait te suivre sur le volume généré par ton activité pour pouvoir être un partenaire tout à fait. Plus efficace. Voilà, que ce soit vraiment un partenaire efficace, comme tu dis, et pas à chaque prestation, et qui soit, si possible, après je peux avoir plusieurs cabinets, mais autant qualifié sur le litige client, le B2C ou le litige, le litige voisin, je le mets comme du litige client, c'est quelqu'un qui se plaint de quelque chose, etc. Mais il faut interpréter la loi et voir qui est en tort, etc. et répondre avec des bons arguments. Et sur la partie construction, urbanisme, qui puisse nous faire gagner beaucoup de temps, qui nous donne des tips, qu'on ait des réunions de travail de temps en temps, parce qu'il y a des cas, mais après il y a des cas qui se reproduisent quasiment tout le temps de la même façon. Donc qu'est-ce qu'on fait avant? Je sais même pas, ça se trouve, je dis une bêtise, que les PLU c'est chiant à aller chercher, etc. et qu'on peut jamais savoir et qu'il faut quand même faire une demande. Peut-être que je dis des grosses bêtises parce que nous, bêtes et méchants, on demande à chaque fois. Partenaire là-dessus. Voilà, je suis sûr qu'il y a des choses qui nous feraient gagner énormément de temps et qui nous aideraient à continuer à faire des maisons chambées à 2 heures de Paris et suréquipées. Trop bien. En tout cas, la proposition de valeur pour le client est vraiment bien. Écoute, je pense que le message est passé. J'espère que tu as trouvé des avocats là-dessus. J'espère aussi. Je pense que c'est pas impossible. En tout cas, j'invite tous ceux qui écoutent ce podcast et qui pensent pouvoir répondre efficacement à ta demande à pas hésiter à te contacter. C'est assez facile. Donc, si on tape Alexandre Crédit Villa ou Alexandre Crédit Voyage, on tombe sur mon LinkedIn et je réponds à tout le monde. J'ajoute les gens sans problème. Très clair. Écoute, pour un petit mot de la fin, on a pas mal de jeunes avocats qui nous écoutent, qui sont un peu de jeunes entrepreneurs. C'est même pas un peu, ce sont de jeunes entrepreneurs. Carrément. Est-ce que tu aurais, je sais pas, de par ton expérience, un conseil à leur donner, un petit mot pour eux ou pas? Je vais répéter un peu ce que j'ai dit tout le temps, mais c'est vrai que s'intéresser au business du client, vraiment comprendre quelles sont ses problématiques quotidiennes. Alors moi, j'ai 2 boîtes dans le B2C, mais c'est hyper particulier. Je pense qu'il y a pour l'instant, en 12 ans que je suis entrepreneur, et il n'y a jamais un avocat qui a, même Bolt, qui ont été super sur plein d'aspects,
Ils ont jamais compris ce qu'on faisait du B2C. Enfin, ils l'ont compris, ils le voient, etc. Mais ils comprennent pas notre quotidien, quoi. Ouais. Le nombre d'emails qu'on reçoit, le nombre de ventes qu'on peut faire, la marge que ça génère, etc. Et on n'est pas une boîte qui a des gros contrats fournisseurs. Voilà, je reprends un exemple. Bolt, dans leur forfait, il y avait tous les contrats fournisseurs pour les 800 € par mois. Ouais. J'ai pas de fournisseur, en fait. Tu vas pas écouter. Enfin, tu vois. Et c'est ça, tu vois. Peut-être, voilà, ça symbolisera bien le conseil que je peux donner, c'est envoyer un forfait tout prêt, un abonnement tout prêt ou une proposition tout prête, et lui proposer des négociations fournisseurs alors qu'on n'a pas de fournisseur attitré, il n'y a pas de contrat avec nos fournisseurs, c'est que tu n'as pas écouté. Et que dans toute ta proposition de valeur, il n'y a jamais le litige client, qui est le truc qui me dérange le plus pour quelques centaines d'euros à chaque fois, c'est que tu n'as pas compris notre business. Ouais. Alors qu'on aurait besoin d'un avocat, en fait. Et on ne s'est pas vu parce on s'est pas matché parce que c'est pas compris l'enjeu. Ouais. Bolt, ils avaient compris l'enjeu de la levée de fonds, parce qu'ils en font plein. Ouais. Et après, ils n'ont ni vu l'enjeu immobilier chez nous et ni le genre B2C, alors que le B2C, pourtant, ils nous connaissent avec Crazy Voyage depuis des années et toutes nos anecdotes, elles sont là-dessus, quoi. Elles sont avec les catastrophes qui arrivent à nos clients ou les petits litiges, il y a des trucs marrants, puis il y a des trucs qui peuvent déboucher quand même sur une petite lettre, un petit contentieux, et ce serait cool d'être épaulé là-dessus. Donc écoutez vos clients, mais comprenez leur business, quoi, ce qu'ils font au quotidien. Écoute, un message essentiel. Voilà. Très clair. J'imagine qu'on doit le répéter souvent, mais bon. Ouais, mais on le répète jamais assez. Ok, super. Écoute Alexandre, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je te souhaite une très bonne continuation avec Crazy Voyage et Crazy Villa. Merci. Et puis j'invite tous ceux qui nous écoutent, qui veulent faire un EVG ou passer simplement un week-end entre potes, à aller faire un tour et aller faire un tour sur notre site crazyevg.com ou crazyvilla.fr si c'est à moins de 2 heures de Paris. On a plein de choses pour vous éclater. Top. À la prochaine Alexandre. À la prochaine, merci. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous invite à retrouver nos autres contenus et articles, ainsi que nos offres de conseils et de formation sur notre site web www.anomia.fr. À bientôt!